There you go. Very good. Well, thank you, Tess. Merci beaucoup. Et de nouveau, bienvenue à vous. Et nous allons parler aujourd'hui de notre seconde bataille. Nous quittons le Gaulois vers Saint-Gétorix et nous allons parler de la bataille de Poitiers et forcément de Charles Martel. Alors avant d'aborder la bataille de Poitiers, il convient bien sûr de parler des protagonistes, mais également des événements qui ont précipité la bataille entre les Francs d'un côté et les Sarrasins de l'autre. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Charles Martel. Alors, Charles Martel est né en Belgique wallonne en 688 et il va mourir dans le nord de la France en 741 à l'âge de 53 ans. Alors, c'est un Franc. Il est donc issu d'une tribu guerrière germanique qui a envahi la Gaule et précipité la chute de Rome. Alors, les Francs sont environ 150 000 à régner sur une partie de l'ancienne Gaule qui compte, elle, 7 millions d'habitants. Alors, au bas Moyen-Âge, Charles Martel est connu sous le nom de Carolus, donc Charles en latin. Afin de le distinguer des autres Carolus, car ils étaient nombreux, on lui a apposé le surnom de Martel. En effet, on disait que ce grand guerrier avait arrêté l'islam, il était donc le marteau de Dieu. Alors Charles est le fils de Pépin de Herstal, qui est duc d'Austrasie. Austrasie, dont la capitale est Metz, en Lorraine actuelle. Alors l'Austrasie, c'est une province boisée, aussi sauvage que le sont ses habitants et très peu romanisée. Les pratiques païennes y sont encore très vivaces. Pépin de Herstal est le plus haut dignitaire du royaume après le roi des Francs. Mais voilà bien longtemps que les rois mérovingiens, que l'on appelle les rois fainéants, n'ont plus qu'un rôle symbolique, car leur pouvoir s'est considérablement réduit. En fait, depuis la mort de Clovis, premier roi mérovingien, le royaume s'est divisé en provinces plus ou moins autonomes. Mais de son vivant, Pépin de Herstal est plus puissant que le roi lui-même. Et c'est Charles qui, en 714, va succéder à son père. Alors, cette succession pose problème, car Charles est le fils d'Alpaïde, la seconde femme de Pépin de Herstal, qui pratique la bigamie. L'Église considère donc Charles comme un bâtard. Et la première épouse de Pépin, Plectrude, entend bien prendre la régence. Puis elle souhaite passer le pouvoir à son petit-fils. Alpaïde a cependant de nombreux partisans. On va assister à une guerre de succession qui dure 4 années. Charles finit cependant par l'emporter et par prendre le pouvoir en 718. Alors, il n'est pas officiellement roi, mais il en a tous les attributs. Le véritable souverain est le roi mérovingien Thierry IV, dont la dynastie est en déclin. Il n'a en fait aucun pouvoir. Martel est sans conteste l'homme fort du royaume des Francs.
Il a le titre de maire du palais d'Austrasie et de Neustrie, deux grandes provinces situées au nord du royaume. Il sera de plus très influent en Bourgondie, qui s'étend de la Bourgogne à la Suisse et jusqu'à la vallée du Rhône. Sa domination atteint même l'actuelle Autriche, le sud de l'Allemagne et les Pays-Bas. Charles Martel, en véritable roi sans couronne, va désormais s'atteler à pacifier et unir les provinces du royaume franc. Mais bientôt, il va devoir tourner son attention sur des ennemis venus de loin et qui ont envahi l'Espagne. Il s'agit des Sarrasins, des musulmans arabes et berbères. Alors les Sarrasins ont débarqué en Espagne en 711. Leur chef de guerre est Abd al-Rahman, issu de la dynastie omeyyade. Il est émir de Cordoue et maître d'Al-Andalouse. Al-Andalouse, c'est un territoire conquis par les Arabes qui comprend le Portugal et l'Espagne. Alors, admiré par ces hommes, Abd al-Rahman est un grand tacticien et un parfait administrateur. Il est à la tête d'une armée puissante et redoutable. Elle est composée de cavaliers arabes, mais surtout de berbères d'Afrique du Nord, que l'on nomme aussi les Maures, M-A-U-R-E-S. Alors, vers l'an 720, les Sarrasins font leur première incursion en Gaule. Ils franchissent donc les Pyrénées. Et un an plus tard, ils s'emparent de la province de Narbonne. Alors cette province, située sur le pourtour méditerranéen, s'appelle la Septimanie. Elle correspond en gros au Languedoc actuel. Les Sarrasins y installent une garnison. Et à partir de la base de Narbonne, ils vont lancer des raids, des razzias, afin d'obtenir des butins. Les pillages des églises et des abbayes d'Aquitaine et de Gascogne deviennent la grande affaire des Sarrasins. Mais Charles Martel a des ambitions territoriales dans le sud de la Gaule. Les incursions musulmanes sont donc un obstacle à ces projets. Alors, l'implantation des Sarrasins à Narbonne aiguise les appétits d'Abd al-Rahman. Désormais, l'émir envisage envahir l'Aquitaine dans le sud-ouest de la Gaule. Et c'est pourquoi, en 721, il décide d'assiéger la ville de Toulouse, dont il convoitise les richesses. Là, il doit affronter le seigneur local, Eudes, duc d'Aquitaine. Eudes est un Gascon farouchement indépendant, en rivalité avec Martel. Son duché, l'Aquitaine, n'est pas soumis à la domination du chef franc. Il jouit en fait d'une grande autonomie. Cependant, Eudes se tourne vers Martel lorsque les Arabes assiègent Toulouse. Il craint ne pas être assez puissant pour faire barrage aux envahisseurs. Hélas,
Martel est lui-même occupé à combattre les Saxons dans une guerre de conquête au nord de l'Allemagne. C'est donc seul qu'Eudes doit faire face à Hassan, le commandant de l'armée sarrasine. Mais Hassan est trop confiant en la supériorité numérique de ses troupes. Il n'utilise ni éclaireur, ni vigile. Et son campement, mal protégé, se fait encercler par l'armée d'Eudes. Le duc d'Aquitaine, qui prend le camp par surprise, écrase les musulmans. Le commandant Hassam est quant à lui tué lors de sa fuite. On estime les pertes des Sarrasins à près de 4000 hommes. Aux yeux du pape Grégoire II, cette victoire fait d'Eudes un champion de la chrétienté en Europe. Le prestige du duc d'Aquitaine grandit, ce qui n'est pas pour plaire à son rival franc, Charles Martel. Cependant, la victoire d'Eudes à Toulouse ne marque pas la fin du danger sarrasin. Pour protéger son territoire, Eudes, duc chrétien, s'allie à un berbère, Munuza, le vice-gouverneur musulman de la Catalogne. Alors Munuza a pour projet de se constituer une petite principauté indépendante dans les Pyrénées. Il souhaite se défaire de son allégeance à Abd al-Rahman, dont il est le vassal. Eudes voit en cette alliance avec Munuza l'occasion d'obtenir la paix et la fin des pillages en Aquitaine. On dit qu'il va même jusqu'à donner sa fille, Lampégie, en mariage à Munuza. Lorsqu'Abd al-Rahman ordonne à Munuza d'attaquer l'Aquitaine, ce dernier, désormais allié à Eudes, refuse. L'émir arabe voit donc en cette désobéissance une véritable trahison et il décide de diriger une expédition punitive contre le traître berbère. Alors, Munuza est très vite vaincu et il ne survit pas aux flèches arabes. Le duc d'Aquitaine vient donc de perdre un fidèle allié. Il comprend qu'à l'avenir, il ne pourra pas interrompre les incursions arabes s'il reste isolé. En 731, après 10 années de guérilla incessante, Eudes doit affronter les Sarrasins entre la Garonne et la Dordogne. Cette fois, il va s'agir d'un vrai combat. Abd al-Rahman a mis sur pied à Pampelune une armée d'environ 70 000 hommes. C'est considérable. Il traverse les Pyrénées et avance à grande allure vers le sud-ouest de la Gaule. Les troupes du duc d'Aquitaine, surclassées, sont décimées. Et Bordeaux tombe aux mains des Sarrasins. Les razzias des musulmans vont donc continuer de plus belle en Aquitaine. Abd al-Rahman organise des expéditions de pillage, notamment dans les monastères, afin d'amasser toujours plus de richesses. Alors, fort de sa victoire à Bordeaux, Abd al-Rahman a laissé derrière lui un long sillage de sang et de flammes. Mais l'invasion des Sarrasins
ne s'arrête pas là. Désormais, ils ambitionnent de pousser leur avantage vers le nord. Il est en fait attiré par les richesses de l'église Saint-Hilaire le Grand de Poitiers, mais aussi par celle de l'abbaye de Saint-Martin à Tours, où se trouvent les reliques du saint patron de la dynastie mérovingienne. Et c'est sa remontée vers Tours qui va provoquer la fameuse bataille de Poitiers. Alors Eudes, vaincu à Bordeaux, a été contraint à la fuite. Dans ce contexte, il demande à son rival, Charles Martel, de venir à son aide, car il sait que le chef franc est à la tête d'une armée professionnelle. Il dirige notamment un corps d'infanterie très expérimenté. Martel accepte de s'allier à Eudes, mais pas à n'importe quelle condition. L'Aquitaine devra se soumettre à l'autorité des Francs du Nord. Eudes va donc perdre son indépendance, mais il n'a guère le choix. Martel entame ainsi une marche forcée vers Poitiers. Ambitieux, il rêve d'une grande victoire contre les Sarrasins. Cela lui permettrait notamment d'apparaître comme le nouveau sauveur de la chrétienté. Eudes, duc d'Aquitaine, serait donc marginalisé. Alors Martel est à la tête d'une armée de 25 000 hommes environ. On compte des soldats de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgondie, trois grandes provinces du royaume franc. Il s'agit principalement de fantassins, donc d'hommes à pied. Alors, désormais, Martel traverse la Loire et s'approche de Poitiers. Les troupes franques avancent surtout sur les collines et à travers bois. Elles peuvent ainsi plus facilement se dissimuler. Alors, le lieu précis de la bataille de Poitiers n'est pas véritablement connu. En effet, il n'y a aucune trace archéologique correspondant à l'affrontement. On compte en fait une cinquantaine de sites présumés, tous situés aux alentours de Poitiers et de Tours. Alors une chose est sûre, les combats ont eu lieu le long d'une ancienne voie romaine entre Poitiers et Tours. Alors chez les anglophones, la bataille est connue sous le nom de The Battle of Tours. Chez les musulmans, elle s'appelle la bataille du pavé des martyrs. Et de nos jours en France, on la nomme la bataille de Poitiers. Trois noms donc pour un même combat. Il va se dérouler sur une plaine entourée de bois, car Martel sait que les épaisses forêts forment un terrain défavorable pour les troupes musulmanes, composées principalement de cavaliers. Alors pour sa part, Abd al-Rahman dirige une armée principalement berbère. Ses troupes incluent aussi des Arabes venus du Yémen et du Levant, donc du Liban actuel. Elles sont aussi composées de Wisigoths assimilés, un peuple germanique installé en Espagne depuis le Ve siècle. Enfin, il ne faut pas oublier des mercenaires chrétiens originaires d'Aquitaine. Ils offrent leur service
à ceux qui veulent bien les payer, quels qu'ils soient. Alors, la seule véritable source historique qui permet aux historiens de rendre compte de la bataille de Poitiers, c'est ce que l'on appelle la chronique mozarabe. Alors, les Mozarabes sont en fait des chrétiens arabisés qui vivent sous domination islamique en Espagne. Alors, cette chronique est rédigée vers 750, donc une vingtaine d'années seulement après la bataille. L'auteur de cette chronique est un proche du pouvoir. On peut donc penser qu'il a toutes les informations nécessaires afin de rendre fidèlement compte du déroulement de la bataille de Poitiers. Dans cette chronique, il est important de noter que les Francs sont désignés sous le nom d'Européens. Quant aux musulmans, on parle de Sarrasins ou d'Arabes. En fait, dans l'Europe du 8e siècle, la notion d'islam n'existe pas réellement. Mahomet, que l'on désigne sous le nom de Mahoum, est considéré par les chrétiens comme une divinité païenne. Les Arabes et les Berbères sont des hérétiques, des païens ou des idolâtres, mais pas encore des musulmans. Alors d'autres sources postérieures aux chroniques mozarabes donnent des indications intéressantes sur la bataille de Poitiers, mais elles sont écrites plusieurs siècles après les événements. Les historiens les manient donc avec précaution, d'autant que selon les époques et les auteurs, les considérations idéologiques ou religieuses prennent parfois le pas sur la réalité des faits. Mais revenons à notre bataille. Alors, 4 mois après avoir saccagé Bordeaux, Abd al-Rahman, qui poursuit sa remontée vers le nord, parvient avec ses troupes aux abords de Poitiers. Les deux armées, franques et arabes, restent 7 jours en vis-à-vis sur une plaine. Mais rien ne se passe. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que la bataille commence dans un après-midi d'octobre 732. Alors les combats vont s'étaler sur 2 jours. C'est Abd al-Rahman qui, le premier, lance les hostilités. Sa cavalerie fonce sur les soldats francs en poussant des cris afin d'effrayer ses ennemis. Alors, pour résister à la cavalerie, Charles Martel choisit comme tactique la technique antique dite de la phalange grecque. Alors, la phalange grecque est un mode de bataille qui nécessite énormément de discipline et d'entraînement. Elle est réservée à des fantassins expérimentés. Les soldats, au coude à coude, portent un casque de bronze, un couvre-nuque en cotte de maille, un grand bouclier en bois, doublé de cuir, soutenu à l'épaule. L'ennemi fait donc face à une sorte de mur blindé, un véritable rempart humain composé de 5 à 6 rangs successifs. Et de ce rempart sortent des lances, prêtes à faire tomber les Sarrasins de leurs chevaux. Alors la solidité du dispositif de défense déroute la cavalerie
arabo-berbère qui tente une dizaine de charges successives. Malgré quelques percées, les lignes franques tiennent. De vague en vague, la cavalerie omeyyade bute sur la phalange et s'épuise. Quelques mêlées s'engagent entre soldats. On se bat à l'épée, au couteau à longue lame, mais aussi avec la francisque, l'arme des guerriers francs, sorte de hache que l'on lance sur l'ennemi. Alors, une fois à terre, les cavaliers berbères sont à leur désavantage. Leurs lances et leurs arcs sont bien inefficaces lors des combats au corps à corps, même s'il leur reste leur épée. De plus, les Sarrasins ne portent pas de casque de protection, mais simplement une sorte de petit bonnet rond de cuir qui ne les protège pas des coups. D'autant que les soldats casqués de martels portent un veston de peau couvert de fines lames de fer. Cette protection d'origine romaine est très performante, mais ce n'est pas le cas des équipements des guerriers sarrasins. Ils portent une protection plus légère, en forme d'écaille, bien moins efficace que celle des Francs. Quant aux troupes de Martel, elles sont bien plus aguerries pour les combats d'homme à homme au sol. Elles repoussent ainsi les multiples assauts de la cavalerie mort. Alors il faut bien comprendre qu'à l'époque, les Francs comme les Sarrasins se battent pour tuer. La guerre est meurtrière, féroce. On est donc loin de la tradition romaine qui cherchait, elle, à faire le plus de prisonniers possible, utilisés ensuite comme esclaves. À Poitiers, il s'agit de tuer. Alors, face à la résistance franque, les musulmans refluent. Ils cherchent à se regrouper afin de lancer un ultime assaut. Mais ils ne vont pas avoir l'opportunité de conduire cette dernière charge, car les troupes d'Eudes, composées de Gascons, entrent dans le jeu. Elles se jettent sur la cavalerie qui cherche à se regrouper. Les Sarrasins doivent donc prendre la fuite et retournent dispersés dans leur campement. Alors à ce point de la bataille, les Sarrasins commencent à craindre pour leur butin et leurs trésors amassés lors des pillages successifs en Aquitaine. De plus, dans la tradition nomade, ils sont accompagnés de leurs femmes, concubines et enfants, mais aussi de troupeaux de chèvres et de moutons. Ceci leur pose bien sûr un énorme souci logistique. Leurs manœuvres militaires et les mouvements de troupes sont considérablement ralentis. Après un premier jour de bataille, Charles ordonne à ses troupes d'attaquer le campement ennemi. Mais lorsqu'il arrive, il trouve un camp déserté. En effet, Abd al-Rahman a sonné la retraite. Son armée fait désormais route vers le sud, cherchant à se réfugier en Espagne. Charles Martel lance donc une course-poursuite.
il finit par rattraper les musulmans. C'est la débâcle parmi les troupes sarrasines. Pire encore, le chef Abd al-Rahman est tué lors d'un affrontement. Quant au butin et au trésor, ils sont récupérés par les troupes de Martel. Les historiens estiment aussi que les femmes et les enfants sont massacrés par les Francs. Ce qu'il reste de l'armée arabo-berbère est attaqué aux abords des Pyrénées. Les Vascons, des chrétiens de la Navarre et de Rioja, les attendent en embuscade au pied des cols. La déroute des troupes omeyyades est donc complète. Alors, en ce qui concerne Charles Martel, la victoire de Poitiers est un acte majeur de sa carrière militaire. Tout d'abord, il s'empare de Bordeaux et s'implante dans une partie de l'Aquitaine. Pour Martel, c'est l'occasion de consolider le royaume franc. Et peu à peu, l'Aquitaine est vassalisée. Alors pour autant, Martel n'en a pas fini avec les Sarrasins. En effet, ils occupent toujours une partie sud de l'ancienne Gaule sur le pourtour méditerranéen. Il s'agit, je vous l'ai dit, de la Septimanie, donc du Languedoc actuel, mais aussi d'une bonne partie de la Provence. Et 2 ans seulement après Poitiers, les Sarrasins prennent la ville d'Avignon. Martel doit donc encore faire campagne s'il veut rattacher les provinces du Sud au royaume des Francs. À partir de 737, on va assister à une lutte sans merci des Francs contre les Arabes. Pour cela, Martel fait alliance avec les Lombards, un peuple germanique implanté du Danube jusqu'au nord de l'Italie. Ensemble, ils vont affronter Moronte, le duc de Provence, qui a fait alliance avec les Sarrasins. Équipés d'échelles et de béliers, les troupes franques et lombardes se lancent à l'assaut d'Avignon et ils capturent la ville. C'est un massacre épouvantable. Avignon est pillé, puis brûlé. Alors, suite à sa victoire en Avignon, Martel se dirige vers Narbonne, en Septimanie. La ville de Narbonne a été transformée en une véritable forteresse militaire par les Sarrasins. Prendre ce bastion sonnerait la fin de la présence musulmane dans le Languedoc. Mais les Sarrasins apprennent que les troupes de Martel sont en marche. Ils envoient donc une armée de secours dirigée par un commandant expérimenté, Oumar. Mais le temps presse. C'est donc d'Espagne et par bateau, plutôt qu'à pied, que les troupes omeyyades se rendent à Narbonne. Alors qu'ils débarquent, les musulmans remontent l'Aude, le fleuve régional. Les troupes franques, informées par des villageois, se lancent à la poursuite de Oumar. Ils arrivent dans un endroit sauvage, composé d'un large étang, endroit difficile et marécageux. C'est là que Martel parvient à intercepter les Sarrasins. Nous sommes
à l'embouchure d'une rivière nommée la Berre. Les Sarrasins, désorientés, ne connaissent pas bien le terrain et la bataille de la Berre est sur le point de commencer. Une attaque surprise des Francs oblige les musulmans à prendre la fuite. Pire encore, leur commandant, Oumar, est tué lors d'une première charge. C'est la débandade. Martel inflige de nouveau de lourdes pertes aux Sarrasins. En réalité, bien plus que la bataille de Poitiers, c'est cette bataille de Berre qui met véritablement un coup d'arrêt à la conquête musulmane de l'Europe, un siècle après la mort du prophète Mahomet. Désormais, les Sarrasins vont surtout se contenter de préserver leur acquis. Alors, la victoire de la Berre ne permet pas pourtant aux Francs de reprendre Narbonne, car je l'ai dit, la ville est extrêmement bien fortifiée. Les Sarrasins, désormais sur la défensive, résistent, enfermés dans leur forteresse. L'hiver arrive et les Francs manquent de matériel. Ils décident alors de lever le siège. Ils partent. Martel dirige son armée vers plusieurs villes de Septimanie, tenues par les Sarrasins, mais plus faciles à prendre. Moins fortifiées que Narbonne, les villes de Nîmes, Agde, Béziers et Magdelone sont pillées par les Francs. Elles sont partiellement détruites et un grand nombre d'habitants est massacré. Petit à petit donc, les Sarrasins perdent du terrain en Septimanie et en Provence. Et au fil du temps, Narbonne est isolée. La ville n'a certes pas été prise, mais son importance décline. Il faudra toutefois attendre 759 pour que Pépin le Bref, fils de Charles Martel et roi des Francs, s'empare de Narbonne. Pourtant, les Sarrasins sont résilients. Ils font encore des incursions en Provence. Les historiens estiment que ce n'est qu'en 973, donc 2 siècles et demi après Poitiers, que la dernière grande bataille a lieu entre Sarrasins et Francs. À cette époque, le comte Guillaume de Provence se révolte contre les musulmans. Les Sarrasins ont commis l'imprudence d'enlever Mailleul, l'abbé de Cluny, adulé par les Provençaux. Leur demande de rançon précipite la Provence dans la furie. À la bataille de Tourtour, près de l'actuelle ville de Saint-Tropez, les musulmans s'égarent dans la forêt et sont massacrés. Après 2 siècles en Provence, les Sarrasins sont définitivement expulsés hors des frontières de la Gaule. Mais leur mainmise sur l'Espagne, elle, est loin d'être finie. Il faut attendre 1492 pour que les Arabes quittent définitivement le continent européen. La prise de Grenade dans le sud de l'Andalousie marque la fin de 7 siècles de présence arabe en Espagne. Et ce n'est pas une coïncidence si la même année, Christophe Colomb découvre les Amériques. La reconquête de la péninsule ibérique
est achevé par les rois chrétiens, les souverains espagnols peuvent enfin se projeter au-delà de l'Atlantique. Alors, au cours des siècles, l'idéologie et le nationalisme français ont contribué à faire de la bataille de Poitiers la mère des batailles franques. Aujourd'hui, dans l'imaginaire national, Martel et Poitiers sont élevés au rang de mythes. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, au Moyen Âge, Charles Martel n'est pas célébré par l'Église. Tout d'abord parce que c'est un bâtard, issu d'une union illégitime. Il est donc considéré par bien des ecclésiastiques comme un usurpateur. De plus, Martel, soyons honnêtes, avait besoin d'or et d'argent pour développer son armée. Il n'hésitait donc pas à se servir dans les églises. En fait, la bataille de Poitiers, si fameuse aujourd'hui, n'est au Moyen Âge qu'une bataille parmi d'autres dans une longue série de conflits avec les Sarrasins. Au XVe siècle, pourtant, une figure légendaire remet Charles Martel au goût du jour. Il s'agit de Jeanne d'Arc. D'anciens écrits nous racontent que Jeanne la Lorraine est à la recherche de l'épée de Charles Martel. Et pas n'importe quelle épée, celle qu'il aurait utilisée lors de la bataille de Poitiers. En effet, il se dit à l'époque que l'église de Firbois, située dans la vallée de la Loire, possède une relique inestimable, l'épée victorieuse de Charles Martel. Jeanne d'Arc se rend donc à Sainte-Catherine de Fierbois. Elle y obtient la précieuse relique et elle s'en sert, dit-on, sur le champ de bataille pour combattre les Anglais. Grâce à Jeanne d'Arc ou à cette légende de l'épée, Charles Martel apparaît sous un nouveau jour plus positif. Il prend une image exemplaire, celle d'un grand chef de guerre qui repousse les invasions ennemies. Un siècle plus tard, au XVIe, on n'hésite pas à convoquer de nouveau la bataille de Poitiers. C'est l'époque de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Les Turcs ottomans menacent l'Europe. Charles Martel, guerrier brave et intrépide, est alors présenté comme un modèle à suivre. Charles Quint se voit en sauveur de la chrétienté face à la menace musulmane. Plus tard, à l'époque des Lumières, on ne sera pas aussi clément envers le héros franc. Voltaire, par exemple, évoque la bataille de Poitiers, mais pour regretter la défaite des musulmans. En 1755, dans son essai « Essai sur les mœurs », Voltaire écrit, je cite, « Si la France était devenue une province mahométane, cela lui aurait évité des siècles d'obscurantisme chrétien. Car il faut bien admettre qu'au Moyen Âge, la civilisation orientale est bien plus avancée que la civilisation occidentale. En fait, lorsque les croisés sont entrés dans Tolède au XIe siècle,
qu'ont-ils trouvé? De merveilleuses bibliothèques arabo-berbères, un trésor de savoir musulman inspiré des Grecs, trésor mathématique, physique, astrologique, médical, philosophique. Et c'est grâce à cet apport de l'islam que l'Europe va notamment sortir de l'obscurantisme. C'est dans la science et dans les arts de l'islam que la Renaissance européenne va plonger ses racines. Alors, au début du XIXe siècle, l'écrivain et diplomate Chateaubriand prend le contre-pied de Voltaire. Royaliste et conservateur, il voit en Poitiers la victoire du bien contre le mal. Charles Martel représente donc pour lui la face supérieure de la civilisation qui a vaincu les hérétiques musulmans. Alors que le roi Louis-Philippe s'apprête à envahir l'Algérie au nom de la France, quel événement peut justifier cette conquête? On ravive donc le symbole de la bataille de Poitiers pour justifier la colonisation du Maghreb. Plus tard, en 1870, après la défaite de Napoléon III face aux Prussiens, une blessure béante apparaît dans l'orgueil français. La perte de Strasbourg et de Metz, donc de l'Alsace-Moselle, ne fait que raviver l'image de Martel, défenseur de la patrie. D'autant que Metz, la capitale historique de l'Austrasie, avait en Martel son duc et son prince. Pour les Français, l'ennemi n'est plus arabe cette fois, mais prussien. Un comble, car la Troisième République fait appel à Martel, un franc germanophone, pour raviver la flamme française. Mais l'idéologie et la politique ne s'embarrassent jamais de ce genre de contradictions. Qu'importe, après la chute de l'Empire, Charles Martel devient, au même titre que Vercingétorix, un héros national. On fait de Poitiers un événement incontournable de l'histoire de France. Alors, plus proche de nous maintenant, durant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler en personne parle de la bataille de Poitiers. Il regrette ouvertement la victoire des Francs. Il déclare: si à Poitiers Charles Martel avait été battu, le monde aurait changé de face. Il aurait mieux valu que l'islam triomphe, afin que le monde ne soit pas condamné à l'influence judaïque. Et de conclure, c'est le christianisme qui a empêché les Germains de conquérir le monde. À la même époque, sous le maréchal Pétain, la francisque, c'est-à-dire la hache de guerre des Francs, devient un des symboles graphiques du régime de Vichy. On peut donc y voir un rappel historique évident à Poitiers et à Charles Martel. Durant cette même Seconde Guerre mondiale, les résistants français, eux aussi, font référence à Charles Martel. Ainsi, le colonel Chaumel, dès 1942, met en avant la capacité de résilience du chef franc. Il dirige un réseau clandestin nommé tout simplement la brigade Charles Martel.
Cette brigade se spécialise dans le sabotage et les embuscades. Et Chaumel prend d'ailleurs lui-même un nom de code, Charles Martel, bien sûr. Alors plus tard, à la fin des années 50, lors de la guerre d'Algérie, des commandos français qui refusent l'indépendance prennent le nom de commando Charles Martel. Là encore, on invoque l'esprit de résistance, mais cette fois avec un message clair. La civilisation chrétienne ne doit pas refluer face à l'islam. Au tournant du XXIe siècle, la problématique de l'immigration musulmane en France ramène Martel sur le devant de la scène. L'extrême droite française reprend à son compte le mythe de la bataille de Poitiers. En 2002, on peut lire, par exemple, sur une affiche de Jean-Marie Le Pen, Martel 732, Le Pen 2002. Quant à l'extrême gauche, viscéralement anti-catholique, elle ne laisse pas, elle aussi, le pauvre Martel en paix. En 2011, Jean-Luc Mélenchon reprend quasiment mot pour mot l'argumentaire de Voltaire. Alors, dans un raccourci historique, il déclare que si les Arabes avaient gagné à Poitiers, la France aurait bénéficié d'une plus grande liberté et d'une civilisation plus éclairée. Alors, en conclusion, on constate donc que la bataille de Poitiers fait l'objet de nombreuses instrumentalisations. Il y a ceux qui y voient un affrontement entre chrétiens et musulmans. Bref, une sorte de guerre de religion, de guerre sainte, le bien contre le mal. Mais il y a aussi ceux qui ne voient en Poitiers qu'une simple guerre de conquête de la part des Sarrasins, conquête avant tout liée à l'accumulation de richesses, comme si la problématique religieuse, elle, n'avait pas existé. En comprenant qu'ici, la complexité liée aux événements historiques et à leur analyse. Mais au-delà des polémiques, une chose est sûre, la bataille de Poitiers ne fait plus de Charles Martel un conquérant, mais un libérateur. Car en pourchassant sans relâche les Sarrasins, il participe à l'unification du royaume franc, jusqu'alors très morcelé. Et Carolus, dit Charles Martel, crée une nouvelle dynastie qui porte son nom, les Carolingiens. Et il donne à la France son premier roi carolingien, son fils, Pépin le Bref. Il donne aussi à l'Europe un souverain légendaire, son petit-fils, Charlemagne, roi des Francs et empereur d'Occident. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Tess. I don't know if Tess is with us at this point. I do not see her, but if you want to open your microphone, please do so. Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des remarques, des commentaires, des ajouts. Il y a beaucoup à dire. Alors surtout, n'hésitez pas, je vous écoute. Je commence, Eric. Oui. D'abord, merci beaucoup pour une nouvelle conférence excellente, comme toujours. J'ai deux petites questions pour commencer. J'ai compris où c'est l'Australie. Oui. J'ai compris l'Australie, mais puis
bien L'Austrasie, oui, avec un S, oui. etc. Et Neustrie, c'était où? Alors, la Neustrie, si vous n'avez pas reçu la carte, il y a une carte qui était Non, non, je ne l'ai envoyée. pas reçu, non. C'est sur le même courriel que vous avez reçu. Il y avait le lien Ah, et il y avait également un attachement. d'accord. Donc, vous pourrez imprimer cette carte. La Neustrie, en fait, se trouve plus à l'ouest. Je dirais en gros la région de la Loire, la région de Paris, la Normandie. Elle n'inclut pas vraiment la Bretagne, mais c'est cette région-là. Donc Ah, l'Austrasie, je dirais, est beaucoup plus germanique par nature, beaucoup plus sauvage aussi. Elle a été moins romanisée que ne le fut la Neustrie, bien que ce soit des Francs en Neustrie comme en Austrasie. Euh, mais bon, vous savez, au bout de quelques générations, les traditions culturelles, etc., changent. Donc il y avait de grandes différences entre la Neustrie, l'Austrasie. Il y avait la Bourgondie, hmm. ou Burgondie. Alors là, c'était des autres tribus germaniques, c'était les Bourgondes qui s'y étaient installés. Et eux, ils s'occupaient surtout de ce qui est l'actuelle Bourgogne. La Bourgogne, ça vient des Bourgondes. La Suisse actuelle, jusque dans la vallée du Rhône. Donc ça allait bien plus au sud et un peu plus à l'est. Merci beaucoup. Et une deuxième petite question, si je peux me la permettre. Vous Oui. avez dit à un certain moment, à deux reprises, je crois, le Mm. pourtour de la Méditerranée. J'ai bien entendu pourtour. Oui. C'est quoi le pourtour? Alors, alors, le pourtour, peut-être que j'aurais pu utiliser un meilleur terme. Alors, le pourtour en français, le pourtour, c'est donc les alentours, les environs. C'est en fait toute la côte méditerranéenne. Donc, j'ai dit que je crois la Septimanie ou le Languedoc, la Provence, j'ai utilisé l'expression sur le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire sur les côtes méditerranéenne. Alors sur les côtes européennes, bien sûr. Ah, pourtour, j'avais compris pourtour, P-A-U. Donc c'est Ah, voilà, O-U-R, pardon, non, non, voilà, le pourtour. pourtour. Ah, merci pour la clarification. Donc Non, non, merci, je laisse la parole aux autres. merci. Hum, quel Oui, était le développement de la langue française? Parce que Charles Martel était germanique. Et oui. Charlemagne, est-ce qu'il parlait français? Oui, non, alors Au début? Charlemagne, oui, alors il parlait plusieurs langues, mais il parlait surtout ce qu'on appelait, je crois, le bas allemand à l'époque. Donc lui aussi, c'était un Germain d'Aix-la-Chapelle, donc il ne parlait pas, enfin le français n'existait pas à l'époque, mais disons que la, sa langue de naissance, on peut l'appeler comme on veut, était une langue d'origine germanique, Mais, absolument. mais le français est développé très vite, alors. Ah oui, non, mais comme je l'ai dit, il y avait 150 000 francs, 150 000 francs pour environ 7 millions d'habitants de ce qu'on appelait encore la Gaule. Hein. La Gaule qui était divisée, séparée. Alors eux, les habitants étaient des habitants romanisés. Plus on allait vers le sud, plus on parlait le latin, ou disons des langages qui s'approchaient du latin, car chaque région, chaque province avait sa langue. La langue n'était pas unifiée. Et puis plus on remontait vers l'Austrasie, plus, c'est-à-dire vers le nord-est, ou même vers la Belgique, etc., plus bien sûr on rencontrait des langues qui étaient des langues germaniques. Donc c'était en fait très varié. Mais bon, on imagine que tout le monde arrivait à se comprendre, au moins, au moins dans les armées et dans les troupes. Si je peux me permettre, d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Merci. Je pensais au départ que cette guerre qui est donc qui se termine avec la prise de Poitiers, je veux dire la libération à Poitiers, est-ce que c'était plutôt une guerre pour l'expansion de l'islam?
disons, les croisades pour... Oui, alors, alors j'ai lu beaucoup, moi je ne suis pas historien, mais j'ai lu beaucoup d'articles d'historiens, écouté en ligne différentes conférences, et il y a des points de vue très, très différents. Pour certains historiens, en fait, c'était une guerre d'expansion, mais qui était surtout liée à l'accumulation de richesses. C'est-à-dire ce que les troupes arabo-berbères recherchaient surtout, c'était l'accumulation de trésors. Et c'est pourquoi ils attaquaient les abbayes, les églises, ils faisaient des pillages dans les grandes villes. Donc je pense honnêtement que la motivation à l'époque, au 8e siècle, c'était ça. C'était vraiment ça. Mais ce qui se passait, c'est que une fois que les Sarrasins s'implantaient, par deuxième coup, si je puis dire, la religion aussi s'implantait. Voilà. Même si peut-être au départ, ce qui a poussé les Sarrasins à traverser les Pyrénées, ce n'était pas une guerre sainte. Comme je l'ai dit, c'était surtout pour accumuler des trésors, mais en s'établissant, bien sûr, au bout de quelques générations, comme on a pu le voir en Espagne, ils sont restés 7 siècles, il y a eu beaucoup de conversions, etc. Mais je ne pense pas, non, je ne pense pas qu'à l'origine, au 8e siècle en tout cas, d'autant que, comme je l'ai dit, les chrétiens du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge, au 8e siècle, ne voyaient pas les Sarrasins, ils ne parlaient pas de musulmans. Nous en parlons maintenant comme musulmans. Mais c'était des hérétiques qui croyaient en Mahoud, Mahomet, voilà, une sorte des idolâtres, voilà, des mécréants en quelque sorte, qui s'étaient égarés dans la foi. Mais on ne pensait encore pas, disons que l'islam n'avait encore pas C'est très jeune. pris les consciences, voilà, ça démarrait. Voilà. Et d'ailleurs, Charles Martel lui-même, il ne faisait pas une guerre de religion. Charles Martel, lui, ce qui l'intéressait, c'était un peu la même chose, c'était une guerre de conquête. Lui, il voulait agrandir le royaume des Francs, l'unifier, donc il voulait descendre vers le sud. Il s'est confronté aux Sarrasins, pas pour des raisons religieuses, c'était simplement pour des raisons territoriales. Il venait sur son territoire, ou ce qu'il considérait être son domaine. Merci. Merci. D'où vient, c'est une question pas très profonde, mais d'où vient le sobriquet Pépin le Bref? Est-ce que c'est parce qu'il... Non, alors oui, alors je vais peut-être dire une bêtise. Je pense, et là, excusez-moi si je dis une bêtise, mais je pense que c'est par bref, il faut entendre court et petit. Donc je pense qu'il s'appelait Pépin le Bref parce qu'en fait, il était petit. Il y avait par exemple Pépin le Gros, alors là c'est plus évident parce qu'il était gros, mais Pépin le Bref, je crois que il était de petite taille. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'appelait Pépin le Bref. Mais bon, s'il y a un historien dans la salle, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est une question de taille. Merci. Oui, je vous en prie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou commentaires. Alors, en tout cas, on va se revoir en mai, je crois, in May, if I don't mistake. Non, c'est le 19 avril. Ah, le 19 avril, pardon, in April, the 19th of April, c'est vrai, le 19 avril. Alors, pour la bataille d'Hastings. Donc là, on va se trouver dans le Sussex de l'Est, et on va parler de Guillaume de Conquérant et des Normands. Donc, ça sera un peu plus de 3 siècles plus tard, en 1066. Donc, on va continuer notre série sur les grandes batailles. Merci.
Merci encore. Thank you very much. Tess, I don't know if you have anything that you'd like to add or. No, I put in the chat the link to April, but I'll also email it to everyone, as well as the link to this recording, probably by either the end of today or tomorrow. Absolument. Well, thank you. Merci. Thank you, Tess. Merci, Eric. Merci. Au revoir. Merci encore. Comme toujours, comme toujours. C'est très Merci, gentil. Eric. Et à une prochaine fois. Merci Au beaucoup, revoir. Eric. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci encore. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Ok.